Quand j'étais ado, ma chambre était littéralement remplie d'une dizaine d'ordinateurs qui jonchaient le sol avec des câbles, des cartes électroniques un petit peu partout. Et dans le reste de la maison, c'était un peu pareil. J'avais des ordinateurs avec des écrans un petit peu partout. Bref, d'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours aimé les ordinateurs. Et je suis pas le seul, puisqu'aujourd'hui, bientôt 60 ans après la première mission Apollo qui a permis à Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins de marcher sur la Lune, nos smartphones sont beaucoup plus puissants que l'ordinateur embarqué dans la fusée Apollo Guidance Computer, l'ordinateur de bord, qui pesait 32 kg et était le premier ordinateur à avoir des circuits intégrés. Un demi-siècle plus tard, on a des montres connectées qui nous permettent d'envoyer des messages, d'appeler, de naviguer sur internet. Elles surveillent également notre santé en surveillant notre rythme cardiaque, l'oxygénation du sang et sont même capables de prévenir les secours et les proches en cas de chute. Et nos ordinateurs portables deviennent de plus en plus petits, de plus en plus puissants et récemment, très récemment, on est passé enfin des ordinateurs portables transportables aux véritables ordinateurs portables qui servent et qui aident des milliers de personnes à travers le monde à travailler tous les jours à des connexions réseau sans fil à internet haut débit. Pour les personnes comme moi qui aiment la technologie, on vit dans une période incroyable. Alors aujourd'hui, quasiment 15 ans plus tard, j'ai plus d'ordinateurs qui traînent partout, ou presque. Je suis un adulte responsable, ou presque. Mon métier, il me pousse à rester dans la même pièce la plupart du temps, toute l'année, voire parfois à me déplacer. Et quand je me déplace, ça peut être à l'autre bout de la France. Et quand je me déplace à l'autre bout de la France, je peux pas m'arrêter de travailler. Surtout quand je m'en vais pendant plusieurs semaines. Dans ce cas, j'ai plusieurs solutions qui s'ouvrent à moi. Tout d'abord, travailler sur un ordinateur fixe et avoir un ordinateur portable à côté pour quand je me déplace. Je pense que c'est ce que la plupart des gens font. Le problème, c'est que je veux pas avoir à séparer mon travail sur deux machines et à switcher à chaque fois, à devoir importer les fichiers sur un ordinateur ou sur l'autre. Et ça, même avec un NAS qui faciliterait la tâche, ça me semble pas concevable, ça prendrait trop de temps et ça risquerait de faire perdre des fichiers pour rien. Ou alors je pourrais tout simplement acheter un ordinateur portable rapide, puissant, performant, qui me permettrait de continuer à travailler aisément sur toutes les tâches que j'ai besoin de faire, donc du montage photo, du montage vidéo, un petit peu d'After Effects, de Adobe Illustrator, bref, une machine polyvalente et qui tient la batterie. J'ai donc acheté un Razer Blade 14 pouces de 2016 avec un Core i7 6700K et une GTX 1660. Non, une GTX 1060. Une GTX 1060. Et c'est cet achat, qui m'a quand même coûté assez cher, qui m'a fait me rendre compte d'une chose. Ça m'a ramené à tous les précédents problèmes que j'avais eu avec tous les autres ordinateurs portables que j'avais déjà achetés. Le poids, les ventilateurs, la batterie. Pour moi, pour qu'un ordinateur soit portable et pas transportable, il ne doit pas peser plus de 2 kg grand maximum et toujours garder assez de batterie pour que je puisse l'utiliser par exemple dans le train qui va m'emmener à Paris, être sûr que l'ordinateur ne va pas me lâcher en cours de route. Il faut également que je n'ai pas à me soucier de la place qu'il va prendre dans mon sac à dos, que je n'ai pas à sacrifier quelques affaires pour avoir assez de place pour emporter l'ordinateur ou son chargeur. Sauf que ce Razer a rempli toutes les cases que je craignais. Un chargeur qui double presque le poids du PC et qui prend tellement de place que il faudrait presque prendre un sac uniquement pour ça. Une batterie qui ne tient pas plus de 2 heures grand maximum, et ça c'est en navigation web. Et surtout, les ventilateurs qui se sont mis très rapidement à frotter sur les bords. C'est exactement les mêmes problèmes que j'avais rencontrés avec mon ordinateur portable MSI, un GE62VR, mais également avec les ordinateurs que j'ai eu un petit peu plus tôt dans ma vie, par exemple un Acer ou un Samsung. Ce problème, il a fait qu'en plus de devoir toujours me préoccuper de la durée de vie de la batterie et de toujours avoir un peu de batterie avant de partir, parce que sinon l'ordinateur s'éteindrait si jamais je l'utilisais par exemple dans un transport, je devais tout le temps emmener avec moi une boîte de tournevis, parce que ça arrive très fréquemment que les ventilateurs lâchent, et donc du coup dans ces cas-là je devais démonter en urgence l'ordinateur, remettre le ventilateur, voire peut-être même en commander des nouveaux sur internet. Bref, c'était une galère pas possible. Et je sais qu'on peut envoyer notre ordinateur en réparation quand il est encore en garantie, simplement je l'ai déjà fait, j'ai pas envie de me retrouver un mois sans ordinateur, et surtout j'ai pas envie qu'on m'annonce au dernier moment une facture de plusieurs centaines d'euros pour un truc qui est un défaut inhérent aux ordinateurs portables tout simplement. Depuis quelques années, je m'intéressais vraiment aux Surface Pro de Microsoft, déjà parce qu'il y a Windows 10 à l'intérieur et que du coup ça assurait une compatibilité totale avec toutes les applications que j'utilisais au quotidien, le fait de pouvoir l'utiliser comme ordinateur portable, comme tablette tactile, comme PC fixe et comme tablette graphique, tout ça, ça ne présumait que du bon. Je me voyais déjà partir en vacances avec ma petite tablette qui ferait moins d'1 kg avec les accessoires compris et pouvoir faire du montage vidéo n'importe où, facilement, en vacances, de la famille, dehors, dans le parc. J'étais naïf.
Donc après une année d'hésitation, j'ai fini par craquer. J'ai décidé de prendre la Surface Pro 7 Core i5, 8Go, 128Go de stockage. J'ai hésité à prendre la version Core i7, mais le problème de la version Core i7, c'est qu'elle a un système de ventilation et que la puissance, franchement, il n'y aurait pas eu énormément de différence avec la version i5. Moi, l'un de mes objectifs, c'est aussi de me séparer de la ventilation. Du coup, non merci. Il y avait aussi la Surface Pro X qui se présentait comme un ordinateur portable, un véritable ordinateur portable, avec une puce ARM, au contraire des puces x86 qu'on peut trouver dans la plupart des ordinateurs fixes et portables qu'on a aujourd'hui, et donc des puces équivalentes aux puces de nos téléphones portables. Et quand on voit ce que l'iPad Pro est capable de faire, c'est-à-dire du montage vidéo 4K 60 images par seconde, sans surchauffer, sans problème, et sans perte de batterie, ça donne envie. Ça donne envie. Sauf que presque un an après la sortie de la Surface Pro X, il n'y a toujours quasiment aucun logiciel compatible nativement. C'est-à-dire qu'à sa sortie, même la suite Microsoft Office, qui est développée par Microsoft, n'était pas disponible sur la Microsoft Surface Pro X. Pour dire l'ampleur du désastre. Et s'il y avait si peu d'applications, c'est parce que les développeurs doivent réadapter leur application spécialement pour ce matériel sur ce processeur. Et étant donné que il n'y a que la Surface Pro X qui a ce processeur sur Windows et que cette version de Windows n'est disponible que sur la Surface Pro X, les développeurs ils voient pas trop d'intérêt à adapter leur logiciel là-dessus. Il y avait bien dès la sortie un système d'émulation des applications en 32 bits. Le problème c'est que moi personnellement toutes mes applications sont en 64 bits et donc du coup ça me limitait quand même assez en termes d'applications utilisables et surtout même en émulation de 32 bits on perdait énormément de performance. C'est-à-dire que sur YouTube vous pouvez trouver encore des vidéos de personnes qui utilisent Photoshop, une ancienne version compatible 32 bits sur la Surface Pro X et ça rame et c'est quasiment inutilisable. Depuis récemment il y a une mise à jour qui a ajouté l'émulation d'applications 64 bits, mais étant donné que la puissance brute de la Surface Pro X, même avec des applications natives, n'est pas ouf, avec de l'émulation je pense que c'est même pas la peine d'y penser, et franchement acheter une tablette à ce prix là, c'est-à-dire dans les 1500-1600 euros, juste pour faire de la bureautique, ça fait mal. Dans la Surface Pro 7, il y a plein de choses que j'adore. Tout d'abord, la connectique. On a un port USB-A d'ailleurs sur lequel est branché mon micro actuellement. On a un port USB-C qui nous permet d'être vraiment très polyvalent. Avec le port USB-A, du coup, pour tous les périphériques qui sont encore USB-A, et il y en a énormément, la majorité, l'immense majorité, qu'est-ce que je raconte, sont en USB-A. Et donc du coup, un port comme ça fait plaisir. Avec le port USB-C, on peut brancher un écran externe, on peut brancher un lecteur SD, on peut brancher globalement tout ce qu'on veut. Sauf une carte graphique externe, ça on peut pas. C'est pas un port Thunderbolt 3. Et il y a même un petit emplacement pour une carte micro SD. Et ça, c'est génial. Même sur le chargeur propriétaire qu'on est obligé d'utiliser avec cette tablette, d'ailleurs pas obligé parce qu'on peut aussi la charger en USB-C, il y a aussi un port USB-A sur ce chargeur. Alors on peut pas l'utiliser pour connecter quelque chose à notre tablette, par contre on peut l'utiliser pour brancher un câble USB vers micro USB ou USB-C pour recharger notre téléphone en même temps qu'on recharge la tablette. Et ça, c'est cool. Même si parfois ça marche pas, il faut débrancher, rebrancher le chargeur pour que ça fonctionne. On a aussi le logiciel Tablet Pro, donc qui est un logiciel qui est visiblement gratuit. J'ai cru voir plusieurs versions payantes, gratuites. Bon, j'ai installé la version gratuite et ça fonctionne très bien. C'est un logiciel qui permet tout simplement en un appui d'activer une petite barre sur le côté gauche ou droite en fonction de comme vous voulez le mettre. En fait, vous activez cette barre où vous souhaitez et cette barre contiendra plein de petits raccourcis. Donc soit vous pouvez télécharger des presets par exemple pour Photoshop, pour Premiere Pro ou créer les vôtres et ça vous permet du coup sans clavier, parce que sans clavier faire du montage vidéo sur Premiere Pro, ça va être compliqué. Pareil pour Photoshop, ça va être un petit peu compliqué. Et du coup, tous ces raccourcis clavier, vous les avez dans vos raccourcis tactiles. Sur le côté, ça bouge automatiquement le logiciel légèrement sur le côté de la barre. Et c'est vraiment très pratique. Ça fonctionne super bien en plus. Donc, si vous avez une Surface Pro 7 et que vous faites du montage photo, du montage vidéo, même je pense que pour la plupart des applications, ça pourrait être utile. Je vous conseille d'utiliser ce logiciel qui est pour moi indispensable, juste indispensable. C'est la première chose que j'ai installée. Ça permet vraiment du coup de se passer d'un clavier et de vraiment utiliser la tablette Windows comme une tablette. Je pense que c'est même quelque chose qui devrait être intégré de base dans la Surface, mais on va pas se plaindre, c'est déjà disponible et c'est gratuit. On a un stylet qui fonctionne vraiment comme un stylet graphique, comme sur une tablette graphique. On peut vraiment utiliser notre Surface Pro comme une tablette graphique, avec écran, ce qui est génial pour les gens comme moi qui ont souvent besoin d'être créatifs. Et c'est vrai qu'au clavier souris, parfois, ça réduit un petit peu la créativité. Quand on est là au stylet, qu'on veut faire des storyboards directement à la main, c'est quand même vachement plus pratique et ça ouvre la porte de la créativité, chose qui n'est pas aussi efficace avec un clavier et une souris, clairement. Et dernière petite chose que j'adore, c'est que la batterie dure au moins 2h30 en usage intensif, donc sur batterie, en montage vidéo par exemple. C'est quand même sympa. Pas exceptionnel, mais voilà, si je veux faire du montage vidéo en étant dehors ou en étant dans mon lit, souvent ça va pas durer plus de 2h30. Une fois le temps de la découverte passé, j'ai pu expérimenter le travail, le vrai travail, avec un clavier et une souris. Parce que le montage au tactile, c'est sympa,
c'est même très cool, mais pour faire du vrai montage, du montage lourd, long, on peut pas faire au tactile constamment. Alors, est-ce qu'au final, j'ai pu remplacer mon ordinateur portable et mon ordinateur fixe avec la Surface Pro X? Non, la Surface Pro 7. La Surface Pro 7. Est-ce que j'ai pu le faire? Je pense que vous vous doutez que vu le titre de la vidéo, il y a eu un couac quelque part, mais le couac en question m'a vraiment surpris. Je m'attendais à plein de choses, mais pas à ça. Voilà exactement ce qui s'est passé. J'ai pris mon hub USB-C, j'ai branché mon clavier, ma souris, mon écran, j'ai connecté à la tablette, écran bleu de la mort de Windows, directement. Alors c'est pas grave, je redémarre la tablette, je rebranche tout fonctionne bien, et au bout de 10 minutes, écran bleu. Bon là je me dis que la tablette doit peut-être surcharger, parce que du coup c'est vrai qu'il n'y a pas de système de ventilation, du coup, vous savez, on peut aller dans les paramètres de batterie et baisser la puissance de la tablette. Je ramène ça en mode normal, pas faible, mais normal, pas en mode puissance maximale quoi. Et à ce moment-là, ça tient, une quinzaine de minutes, puis écran bleu. Et parfois, par miracle, ça m'arrive de réussir à travailler pendant 1 heure d'affilée. Le problème, c'est que quand ça arrive, étant donné que la surface est branchée et se recharge par le port USB-C, elle se décharge plus vite qu'elle ne se recharge. C'est-à-dire que même en étant branchée en recharge, la tablette se vide. Du coup, on perd énormément en praticité. Moi, je me voyais déjà prendre ma petite tablette, me balader et avoir mon chargeur Surface directement dans mon sac pour pouvoir l'emmener n'importe où et pouvoir, quand j'arrive chez moi, la brancher, la recharger, l'utiliser en PC fixe pendant qu'elle se recharge, pas avoir à penser à la batterie. C'est foutu. Mais surtout, écran bleu tout le temps. J'ai tout essayé. J'ai essayé de faire des tâches moins énergivores, écran bleu. J'ai essayé de changer d'écran, écran bleu. J'ai essayé de réduire la puissance, écran bleu. Écran bleu tout le temps. Alors que ça ne le fait jamais, ou pas beaucoup, en mode tablette. Ça arrive quand même, parce que ça reste Windows, faut pas déconner. Malgré tout, j'ai quand même pu travailler pendant quelques heures d'affilée à certains moments, et voilà ce que j'ai tiré de cette expérience de travail pendant quelques heures. Les montages en Full HD, pas de problème. En règle générale, la plupart du temps, j'ai eu aucun souci, pas de ralentissement, tout s'est passé super... Tout a été super fluide, c'est ça le mot que je cherchais. Tout a été super fluide, vraiment très cool. Par contre, la 4K, c'est pas la peine d'y penser. Même avec des proxys, parce que les proxys, il faut les générer. Et vu que le temps de rendu de la tablette est assez long, parce que son GPU, c'est le CPU, c'est pas génial. C'est pas génial. La 4K, on laisse tomber. Les transitions qui sont un peu lourdes, donc les transitions que vous pouvez acheter ou louer, vont avoir un petit peu plus de mal, il va falloir faire des pré-rendus pour que ce soit fluide, plus qu'avec n'importe quel autre ordinateur. Je parle des transitions que j'ai principalement essayées, donc celles que j'utilise quotidiennement, donc celles de Film Impact, mais j'imagine que c'est globalement pareil. Partout, pareil. Et surtout, le truc qui m'a fait un petit peu dresser les cheveux sur la tête, c'est que le temps de rendu était littéralement, j'ai fait des tests, 20 fois plus long sur la Surface Pro que sur mon ordinateur fixe, qui commence à être vieux, hein, mais qui est tout de même 20 fois plus rapide. Avec un Core i7 3770K et une GTX 970, 20 fois plus long. C'est compliqué quand c'est ton travail. Franchement, j'aurais pu me dire que bon, le temps de rendu est un peu long, mais c'est pas grave, puisque je monte pas des vidéos non plus en continu tous les jours. Je monte des vidéos peut-être pendant 2 ou 3 heures, et le reste du temps, je vais contacter des clients, je vais parler, je vais mettre en place des services, je vais écrire sur mon blog. Enfin voilà, je fais pas que le montage vidéo en continu, donc du coup, bon, éventuellement, j'aurais pu laisser la tablette tourner, faire autre chose ailleurs. Et pour le fait de ne pas pouvoir monter en 4K, ça aurait pas été vraiment dérangeant, puisque la plupart de mes commandes, la grosse majorité de mes commandes, c'est des vidéos en Full HD. Donc, j'aurais pu passer outre. En plus, cet ordinateur tablette, du coup, j'ai commencé à l'utiliser comme une tablette graphique. Et le côté pratique était vraiment là, c'était vraiment cool. Mais encore une fois, écran bleu, c'est ce qui a achevé dans mon esprit l'utilisation de cette tablette pour le professionnel et qui l'a relégué au rang de tablette de divertissement. Et en plus de ça, j'ai perdu mon stylet dans le train. À 100 balles le stylet, ça fait mal. Bon arrivé à ce moment-là, j'ai plus qu'à prendre ma tablette dans mes bras et à pleurer et à retourner sur mon PC fixe. Apple, après avoir cassé son partenariat avec Intel pour ses Mac, annonce l'arrivée de ces nouvelles puces. Des processeurs basés sur le même type de fonctionnement que les processeurs de nos téléphones, de plus en plus puissants, mon petit Bob l'éponge. Donc des puces finalement similaires à celles qui sont utilisées dans la Surface Pro X, mais avec une puissance bien plus importante. Et une émulation qui permet de faire fonctionner quasiment tous les logiciels qui sont utilisables sur les processeurs Intel de base, mais avec très peu de pertes de puissance, très peu de perte de performance à l'usage, pour laisser le temps aux développeurs d'adapter leur logiciel, tout en les accompagnant avec un logiciel qui permet d'adapter plus facilement leur logiciel, basé sur Intel, pour les nouveaux processeurs qu'on appellera donc les M1. Et là, ça fait du bruit.
Internet explose. Une petite semaine après les premières réceptions pour voir les tests des gens, et tout le monde dit que c'est formidable, c'est extraordinaire. Et ça, c'est pas juste les pros Apple qui le disent, même ceux qui d'habitude sont plutôt contre Apple ont l'air de dire que la machine est vraiment bien. Donc bah évidemment, je commande, évidemment. Alors, aujourd'hui, est-ce que je peux vous dire que les promesses ont été tenues? Ou est-ce qu'encore une fois les vidéastes ont complètement exagéré, ils ont été surenthousiasmés? Eh bien pour vous répondre, aujourd'hui, ça fait 2 mois que ce MacBook Air M1 16Go de RAM et 1 Tera de stockage est mon ordinateur principal. Et oui, depuis que je l'ai, je n'ai pas rallumé une seule fois mon ordinateur pour travailler. Avant, je ne pouvais même pas filmer en 4K 60 images par seconde, puisque mon ordinateur, autant fixe que portable, n'était pas capable de monter ses vidéos nativement. Il fallait que je passe par la création de proxy. C'est long, c'est chiant, donc je ne le faisais pas. Je me privais de la 4K en fait. Je peux même faire mes montages facilement sur Adobe Premiere Pro qui n'est pas une application native au puces M1. C'est une application qui pour l'instant est émulée. Donc avec une perte, il me semble, de 30% par rapport à la puissance totale si elle était native. Et je peux le faire, donc monter mes vidéos en 4K 60 images par seconde, avec une correction colorimétrique et un étalonnage par-dessus ma vidéo sans problème. La batterie dure largement 7 à 8 heures en travaillant sur du montage pendant 2 à 3 heures et le reste en faisant du web, de la rédaction, de la vidéo. Je regarde beaucoup de vidéos. Donc oui, pour moi, je pense que c'est une petite révolution. C'est pas une révolution, c'est une petite révolution. Cette machine cumule tout ce dont j'avais besoin. Les problèmes de ventilateur, il n'y a plus de ventilateur. Check. Trop de chauffe, vous pouvez garder votre main pendant des heures, vous n'allez pas vous brûler. Check. Le chargeur de quasiment 1 kg qui double le poids du PC portable et qui prend trop de place, il fait cette taille-là. Voilà, il rentre dans une trousse, littéralement. Et le câble enroulé, bon bah, moi je l'ai enroulé à l'arrache, mais même en étant enroulé à l'arrache, il prend pas de place. C'est la même autre chose que les chargeurs énormes de PC portable. La puissance, les applications s'ouvrent en 1 seconde la plupart du temps. Pour les applications non natives, ça prend un petit peu plus de temps. Mais une fois qu'elles sont ouvertes, elles sont extrêmement fluides. Il n'y a aucun problème. Et j'ai plus de puissance qu'avec n'importe quel de mes autres ordinateurs. Le tout de façon portable, avec un tout petit chargeur, une batterie qui tient, pas de ventilateur. Oui, je me répète, mais c'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que j'attendais. Je peux même l'utiliser comme ordinateur fixe, vu qu'il est complètement silencieux, vu qu'il n'a pas de ventilateur. Bah, j'oublie parfois son existence, et vu la durée de vie de la batterie, je suis jamais en train de me préoccuper de s'il a assez de batterie, est-ce qu'il va durer 1 heure ou 2 supplémentaires. Si je le prends tout de suite, je sais qu'il durera le temps dont j'aurai besoin. Toujours. Bref, je vais pas vous répéter encore une fois tout ce que vous avez déjà entendu, parce que si vous regardez cette vidéo, j'imagine comme moi que vous avez regardé des tonnes de vidéos sur les MacBook M1. Je vais pas vous répéter que c'est génial, c'est extraordinaire, la puissance c'est incroyable, tous les logiciels fonctionnent bien, mais c'est le cas, et il tient complètement ses promesses. Alors j'entends les critiques des gens, la critique principale étant la disparition des ports et remplacée uniquement par des ports USB-C. Par exemple, sur le MacBook Air M1, je pense pas que ça pose vraiment de problème, surtout vu la finesse du châssis, je suis pas sûr qu'on aurait pu mettre des ports USB-A ou de l'HDMI. Pour moi c'est même un avantage parce que ça me permet d'avoir avec des petits hubs les ports dont j'ai besoin pour les périphériques que j'utilise. L'adaptateur qui conviendra le plus à mes besoins. Les bords de l'écran qui seraient trop épais, m'en fous. Le design que Apple devrait changer, pareil, je m'en fous. L'écran qui est pas du OLED, peu importe, parce que l'écran il est magnifique, et si j'ai besoin d'une plus belle image, eh ben, je peux tout simplement brancher un écran externe. Parce que si j'ai besoin d'une plus belle image, c'est que j'ai besoin de faire du montage et de voir plus de détails. Si c'est juste pour regarder des vidéos sur internet, si je veux regarder un film, je regarde sur ma télé, pas sur un écran de 13 pouces. J'ai installé le pack de transition complet de Film Impact, et tout fonctionne très bien, sauf quelques transitions qui parfois ne fonctionnent pas. Je pense principalement à la transition typewriter, machine à écrire, qui ne fonctionne pas très bien. Et il y a autre chose qui ne fonctionne pas, c'est dans la sélection des points de masque dans la fenêtre de prévisualisation. Vous pouvez sélectionner les points de masque, par exemple en restant appuyé sur Shift et en sélectionnant autant de points que vous voulez. Par contre, là où sur un ordinateur ou sur un Mac Intel, vous allez pouvoir déplacer cette sélection avec les flèches de votre clavier, ici ça ne fonctionnera pas, ça va plutôt agir sur la timeline. Donc des petits bugs comme ça, pas embêtant, c'est pas non plus handicapant et ça n'empêche pas de travailler. Mais voilà, pour l'instant il y a encore des tout petits soucis. After Effects de base fonctionne bien, alors j'ai pas essayé d'extension, d'ajout, mais globalement de ce que j'ai pu essayer de la version de base, il y avait très peu de problèmes. Et la même chose pour Adobe Audition. Sur Photoshop, ça fonctionne très bien. Il y a quelques bugs encore, par exemple l'outil pansement qui crée des espèces de grosses taches à la place de vraiment remplacer les textures de la photo. Mais à part quelques petits soucis, Photoshop en version M1 est très utilisable, se lance très rapidement et est très fonctionnel, aucun problème. Enfin,
très peu de problèmes. J'ai aussi essayé Final Cut Pro X parce que je sais que c'est quelque chose d'assez populaire chez les créateurs. Alors, même si c'est un logiciel que je ne considère pas utiliser régulièrement dans le futur, je comprends l'intérêt de ce logiciel dans le sens de son optimisation pour les Mac. Clairement, c'est une fusée. Pour la prévisualisation en pleine résolution de tous tes fichiers vidéo, 4K, 60 images par seconde, avec de l'étalonnage et tout ce que tu veux, ça fonctionne nickel. Aucun ralentissement, aucune perte de frame, c'est hallucinant. Voilà. Bon, par contre, en tant que créateur, je préfère largement Premiere Pro, mais voilà. Pour ceux qui utilisent Final Cut, vous savez que ça fonctionne très bien. Vous le saviez sans doute déjà. Pareil, j'ai essayé DaVinci Resolve, ça fonctionne extrêmement bien sur la version M1. Il y a aussi une autre chose à laquelle je n'avais pas pensé et qui est très impressionnante, c'est la puissance de la machine sur batterie. Sur Windows, vous pouvez gérer la puissance entre la performance et l'autonomie. En général, l'économie d'énergie, ça fait gagner un petit peu de batterie, mais pas tant que ça, et puis ça réduit drastiquement la puissance, voire même ça fait ramer quand on scrolle sur des pages web. Et lorsqu'on est en mode de performance maximale, eh ben on n'atteint même pas la puissance qu'on a lorsqu'on est branché sur secteur. Alors vous allez me dire, oui mais c'est normal. Non, c'est ce que je croyais aussi. Et surtout, lorsqu'on passe sous la barre des 30%, l'ordinateur sur Windows, ça m'a fait ça avec tous mes ordinateurs, ça se met à ramer quand ça ne devient pas inutilisable. Sur la Surface Pro, quand on passe sous les 30%, juste scroller devient horrible. Bah sur le Mac, je n'ai jamais rencontré ce problème. Parfois, je continue de travailler jusqu'à tomber à 10% de batterie, voire moins, et je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte parce que la puissance n'a pas changé, n'a pas varié. J'ai toujours autant de puissance depuis le début. Et c'est toujours beaucoup plus de puissance que mes ordinateurs. Et rien que ça fait que sans doute, en tout cas pour le travail, je reviendrai pas sur Windows. À moins qu'ils changent ça, mais ça c'est vraiment un critère qui fait qu'en tant que professionnel, tu peux pas te permettre d'avoir un PC qui rame juste parce que tu as 30% de batterie. 30% de batterie, c'est quand même beaucoup. C'est pas 10% ou 5%, c'est 30%. Microsoft, qu'est-ce que vous foutez, Microsoft? Alors oui, l'écran tactile de la Surface Pro 7 me manque un petit peu. C'est clair que ça me manque de pouvoir faire ce que je veux, où je veux, sans forcément avoir de clavier, tout de façon tactile, n'importe où. On n'est pas encore arrivé à l'outil parfait, ultime, qui sera à la fois extrêmement puissant, sans ventilateur, avec une super batterie, tactile, avec un stylet, la totale. Mais vu où se dirige Apple, et vu certainement où la concurrence va se diriger également, on va s'en rapprocher tout doucement, mais sûrement. Alors j'ai parlé uniquement du MacBook Air M1 et pas du tout du MacBook Pro ni du Mac Mini, mais tout simplement parce que c'est la seule version que j'ai eue entre les mains. Si j'ai choisi ce MacBook Air M1, c'est tout simplement parce que j'ai pas besoin du ventilateur, voire je le fuis maintenant avec tous les problèmes que j'ai eus, et j'ai pas besoin de la touch bar. Personnellement, elle me donne pas du tout envie, je préfère des touches physiques. Donc pourquoi est-ce que je paierais plus cher pour avoir des fonctionnalités que je ne vais pas utiliser et un ventilateur qui réduira du coup la durée de vie du Mac, puisque le ventilateur il va bien finir par lâcher au bout d'un moment. Je gagnerais peut-être un peu plus de performance, et encore de la performance pas immédiate, de la performance sur la durée. Donc est-ce que ça me sera utile? Et en plus la différence de performance sur la durée n'est pas non plus énorme. J'ai travaillé pendant peut-être 4 ou 5 heures d'affilée sur un montage en 4K et j'ai vraiment vu aucune perte de performance. Donc je pense avoir fait le bon choix. En attendant, est-ce que vous devez acheter un MacBook avec la puce M1 ou est-ce que vous devriez plutôt attendre les nouvelles puces annoncées pour la fin d'année, enfin annoncées, dont les rumeurs parlent d'une sortie en fin d'année? Si comme moi vous avez besoin d'un ordinateur petit, léger, transportable et que vous faites du montage vidéo, un petit peu d'After Effects, du sound design, que vous faites des montages photos, je vous conseille de ne pas attendre en fait. Vous pouvez avoir l'ordinateur dès maintenant. Par contre, si vous faites de la modélisation 3D, du motion design, de l'animation, enfin toutes ces tâches qui demandent beaucoup de ressources, je vous conseille d'attendre les prochains Mac qui auront une puce M1X, M2, on ne sait pas trop, qui sera beaucoup plus puissante que la M1. Déjà, quand on voit la puissance de la puce M1, on se dit ça va être incroyable. Mais si vous n'en avez pas besoin, voilà, la puce M1 est déjà là, elle est disponible dans les magasins, sur le site d'Apple. Vous pouvez l'acheter aujourd'hui. En tout cas, si vous ne jouez pas aux jeux vidéo ou que vous avez déjà un ordinateur ou des consoles pour jouer séparément, je peux décemment pas vous conseiller d'acheter un ordinateur sous Windows. En tout cas un ordinateur portable. Et ce pour plusieurs raisons. Les prix de ces MacBook Air sont bien plus intéressants à prix équivalent sur un ordinateur PC classique avec un processeur Intel. Les performances sur batterie entre Mac et Windows sont incomparables, tout simplement. Les écrans bleus sur Windows sont légion, et je parle pas que de la Surface Pro, sur tous mes ordinateurs, il y a toujours des périodes où je me retrouvais avec des tonnes d'écrans bleus, il va falloir que je réinitialise l'ordinateur. Et ça, c'est au moins une fois par an. C'est chiant. C'est chiant. Sur Mac, le système n'a pas crash une seule fois depuis que je l'ai en 2 mois. J'ai eu peut-être 1 ou 2 crashs, je suis pas sûr, peut-être un seul d'application, et c'était Premiere Pro.
C'était pas une application native, et je l'ai rouvert directement après, et j'avais rien perdu, j'ai pu continuer comme si de rien n'était. Donc c'était même pas un crash handicapant, ça marche tellement mieux. Pour résumer, la Surface Pro 7 est un petit bijou de technologie, mais qui a pour seul défaut, et c'est quand même dommage, son système d'exploitation. Car oui, le seul gros point noir de la Surface Pro 7, c'est le fait que ce soit Windows 10 qui apporte tous ces crashs et tous ces bugs. Si les processeurs ARM sont vraiment l'avenir des PC portables, Microsoft doit pousser les développeurs à aller plus vers l'avant, à développer et à adapter leurs applications en les aidant. Heureusement, on peut déjà compter sur Apple pour aller de l'avant, puisqu'ils ont déjà commencé à se diriger vers là où Microsoft rêverait à aller. Les Macs qui ont une puce M1 ne sont pas encore parfaits, même si on commence à s'en rapprocher, vraiment. Et pour commencer à trouver des défauts à ces machines, il faut commencer à creuser. Si vous hésitiez à en acheter un et que vous deviez changer bientôt d'ordinateur ou acheter tout simplement un nouvel ordinateur et que les MacBook M1 remplissent parfaitement vos besoins en termes de puissance, je ne peux que vous conseiller de ne pas attendre les prochains et d'acheter cela. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici dans cette toute première vidéo sur cette nouvelle chaîne liée à mon site internet. Je vous mets le lien dans la description de l'article qui sera lié à cette vidéo et des articles connexes donc sur la Surface Pro et sur le MacBook Air M1. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je souhaite à tous une très bonne année, une très bonne santé. Bon, on est en février, mais faites comme si on était en janvier. Et je vous dis à bientôt. Merci. Ciao.